Les chemins de fer. Une ville qui trouve sa voie. Le premier chemin de fer circule au Canada dès 1836 et tout le monde sait à l'époque que l'exploitation des ressources naturelles passe par un bon réseau de transport. C'est vers 1886, soit 50 ans après l'arrivée du chemin de fer au Canada, qu'arrive en gare à Drummondville le Drummond County Railway. Ce fut un élément très important pour les destinées de notre ville. L'un des propriétaires de ce chemin de fer était William J.P. Mitchell, et le personnage était si connu que le chemin de fer était couramment appelé le chemin de fer à Mitchell, alors que son vrai nom était le Drummond County Railway. Le gouvernement canadien achète ce chemin de fer en 1899 et l'intègre en 1920 au vaste réseau du Canadien national. Qui dit chemin de fer, dit locomotive à vapeur. Ces impressionnantes belles de métal ont toujours fasciné et exercent encore leur pouvoir de séduction. Elles assurent prosaïquement la traction des convois de chemin de fer pendant tout le 19e siècle et la première moitié du 20e. Qu'elles soient alimentées au bois ou au charbon, ces dames de fer exigent beaucoup de soins. Elles nécessitent une longue préparation avant leur mise en marche et un entretien exhaustif par la suite. Ces engins doivent être démontés et refaits à neuf tous les 5 ans. Selon les amateurs et les connaisseurs de ces locomotives, elles avaient un petit quelque chose qui les rapprochait des humains, tant et si bien que certains aimaient les traiter comme leurs propres enfants. Dans les années 1950 et 60, on les remplace par les locomotives diesel électriques, 2 fois plus puissantes. Et les nostalgiques rêvent encore de leurs belles d'autrefois. Pour accueillir ces gaillardes et fortes locomotives, il fallait une gare bien bâtie, bien ancrée sur sa base et inspirante de solidité. La gare de l'Intercolonial, construite en 1905, épouse un style largement répandu dans l'Est du Canada, soit un rectangle allongé, coiffé d'une grande toiture à croupe débordant les murs. Les consoles répétées, appuyées sur des corbeaux à motifs en talons, donnent l'impression de soutenir toute la toiture. L'extérieur de pierre et de briques donne un joli coup d'œil. À l'intérieur, tout a été prévu pour donner le plus de commodité possible au public voyageur. On y retrouve donc une section réservée à l'entreposage des bagages et une autre pour les passagers. Cette dernière se divise en 2 salles d'attente non communicantes, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes. Au centre, le bureau du chef de gare, emplacement idéal pour assurer la surveillance. Des bancs de bois occupent le pourtour de ces 2 salles. Comme le train n'entre pas en gare tout de suite, vous pouvez déposer vos bagages. Nous avons quelques histoires à vous raconter. Si vous le voulez bien, débutons par 2 histoires de dames. Au chapitre de l'élégance et de la coquetterie, ce petit encart lu dans un hebdomadaire du début du XXe siècle et qui rivalise de charme et de fraîcheur. On y met en garde les employés des compagnies de chemin de fer de s'abstenir d'aider les dames vêtues de robes ou de matinées blanches à monter ou à descendre des voitures. Ces dames se sont plaintes des souillures laissées sur leurs vêtements par le contact des mains non nettoyées des travailleurs. Jamais, cependant, il n'a été question d'un manque de galanterie. Puis, cette 2e histoire d'Alice au pays de sa merveille, le chemin de fer. Alice vient de Wickham, un village situé tout près de Drummondville. Elle a appris tant et si bien le métier de chef de gare auprès de son père qu'à 12 ans, elle en connaît déjà tous les rouages. Plus tard, elle devient elle-même chef de gare, ce qui était très rare à l'époque. Entre 1924 et 1967, soit pendant 43 ans, sa très grande compétence fait d'elle l'une des meilleures ambassadrices du Canadien Pacifique. Elle refuse cependant toutes les offres prestigieuses faites par la compagnie et préfère rester dans son village. En plus de son travail de chef de gare, elle est aussi correspondante du journal La Parole durant 20 ans.
Le travail et le dévouement d'Alice Timmins sont reconnus d'abord par le Canadien Pacifique qui la nomme pendant une journée présidente de la compagnie à travers tout le Canada. Elle est élue Miss Centenaire lors des fêtes célébrant le 100e anniversaire de son village et reçoit des félicitations de la part du lieutenant-gouverneur Paul Comtois, du premier ministre du Canada Lester B. Pearson et du président du Conseil législatif à Québec, Hector Laferté. Que d'honneur pour l'humble Alice. Nous avons encore le temps. Détendez-vous. Notre dernière histoire nous parle du chef de gare Welly Frank Sawyer qui travaille pour le Canadien national au-delà de 40 ans. Il est tour à tour préposé aux bagages et à l'entretien à la gare de Drummondville, télégraphiste et chef de gare à différents endroits. 6 de ses fils suivent son exemple et font carrière au Canadien national. Welly Frank Sawyer aurait été le premier chef de gare à Drummondville et son fils Roland le dernier, le poste ayant été aboli en 1973. La passion pour le métier circule dans les veines de cette famille de père en fils. Après ces histoires de vie, une tragédie ferroviaire qui marquera le jour de Pâques 1928. Le 8 avril, la débâcle survient sur la rivière Saint-François, charriant une grande quantité d'énormes blocs de glace. Un pilier est détruit, le pont du chemin de fer s'affaisse sous l'œil ahuri d'une centaine de curieux et le train en provenance d'Halifax approche à toute vapeur. 2 femmes qui habitent sur le chemin Hemming, Malvina et Regina Martel, font tout pour alerter le conducteur du train, Malvin Houston. Elles se précipitent au bord de la voie ferrée et agitent des pièces de vêtements en criant pour l'avertir du danger. Le conducteur fait son possible pour stopper le convoi, réussit à réduire la vitesse, mais ne peut empêcher la locomotive et le fourgon à bagages d'être précipités dans les eaux tumultueuses, alors que la première voiture, celle qui transporte les passagers, reste suspendue au bord du gouffre. Malheureusement, l'accident coûte la vie au conducteur, à 2 bagagistes et au jeune Léo Joyal qui, se tenant trop près de la voie, a été précipité dans la rivière au moment du drame. Les 2 femmes reçoivent du Canadien national une médaille d'argent et une récompense de 500 $ pour leur geste de bravoure. Elles ont inscrit courageusement leur nom dans notre histoire ferroviaire. Notre dernière anecdote portera sur la seule, unique et dernière visite royale à Drummondville. Nous sommes le 5 novembre 1951. Le train s'arrête pour 15 minutes à la gare du Canadien national. Les autorités politiques et religieuses attendent le couple princier sur une estrade d'honneur érigée sur place au cœur de cette gare. À leur sortie du train, le prince Philippe et la princesse Élisabeth reçoivent un accueil des plus chaleureux de la part de la foule. 30 000 personnes sont venues les applaudir. On se dit convaincu que le couple royal ne sera pas accueilli avec plus d'enthousiasme ailleurs au Canada. La foule s'est dissipée. Toutes nos histoires de gare s'agitent sous les mouchoirs qui signent dans le vent l'espoir des retours ou le chagrin des adieux. Elles s'annoncent dans le cri strident des trains qui entrent ou sortent des gares. Elles se faufilent dans les campagnes et les villes, dans les boisés comme dans les lieux déserts. Telle est notre histoire gravée dans les routes de fer.